Donc bonsoir à tout le monde, merci de votre présence. Donc ce soir nous recevons Monsieur Mitsubayashi, un auteur, je pense que tout le monde connaît ici. Ah, faut parler plus fort encore? D'accord. Donc c'est un grand honneur de vous recevoir ici, Monsieur Mitsubayashi. On s'était rencontrés l'année dernière à Mouansartou. Moi j'avais beaucoup aimé son tout dernier, Suite inoubliable. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, je vois des têtes s'incliner, donc encore plus fort. Aïe. Donc moi j'ai découvert Monsieur Mitsubayashi par Suite inoubliable. Voilà. Sinon vous pouvez, il reste quelques places devant. Si vraiment le son ne porte pas suffisamment, vous pouvez vous. Ça va aller? D'accord. Donc merci de votre présence ce soir à la librairie. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes né en 1951, donc votre première naissance 1951, oui. Votre deuxième avec la découverte du français 1970 à peu près, 69-70. Oui. Donc vous avez suivi vos études du côté de Sakata, au nord de Tokyo. Là, je suis né à Sakata. Vous êtes né là-bas? Oui. Et vous avez fait vos études là-bas aussi? Non. Non, d'accord. J'ai fait mes études à Tokyo. D'accord. Oui. Donc à l'école des langues étrangères de Tokyo. Oui. Là, vous découvrez le français grâce à un certain nombre de coïncidences, entre guillemets. Oui. En particulier, alors, que je ne me trompe pas, de Monsieur Harry Masamori. Oui. Et puis cette ambiance un peu particulière, 68 arts, oui. Au Japon. Oui. Et puis les cours de langue qui sont dispensés également à la radio nationale. Oui. Donc tout ça fait que vous plongez dans le français. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette époque un peu bouillonnante? Oui. Alors, bonjour. Donc j'avais 17 ans, 18 ans. J'étais au lycée, dans un lycée de Tokyo, lycée municipal de Tokyo. Et voilà, c'était une saison extrêmement politique et politisée au Japon. Vous avez eu en France les événements de 68, on en a eu au Japon aussi. Et j'étais encore trop jeune pour percevoir toute la portée de ces événements. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup gêné, c'est que mes camarades au lycée ont commencé à mimer les mots, les paroles des étudiants contestataires. Voilà. Et j'ai assisté donc à un phénomène d'inflation linguistique. Il m'a semblé à ce moment-là que les mots n'avaient plus de sens. Là, j'ai commencé à avoir un sentiment de malaise chez moi. C'était lié à l'âge, sans doute. Vers 16 ans, 17 ans, on commence à s'éveiller au monde. On fait attention à ce qui se passe autour de soi. Et chez moi, ça s'est traduit par une sorte de méfiance à la langue. Et le japonais, c'était ma seule langue à ma disposition. Et c'est dans ces... Donc, voilà, j'étais devenu, d'après mes amis et puis ma famille, j'étais devenu un garçon extrêmement taciturne. Je ne parlais plus avec personne, sauf avec oui, avec mes parents et mon frère. Voilà. Et c'était une réelle souffrance de ne pas pouvoir parler, alors que j'avais beaucoup de choses à dire. J'étais emmuré en quelque sorte dans mon mutisme. Et c'est là que j'ai lu un texte de ce philosophe japonais qui s'appelle Harimasa Mori, et ça a été une révélation pour moi. Ça a été une révélation, et il se trouve que c'est un japonais
qui était à cette époque-là à Paris, professeur de japonais et de littérature japonaise au Langzhou. Et par ailleurs, c'était quelqu'un qui avait commencé à apprendre le français à l'âge de 5 ans, 6 ans. Contrairement à la plupart des Japonais, le français n'est pas enseigné dans les écoles au Japon. Donc il faut attendre normalement, comme dans mon cas, le début de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans. Il n'y a que l'anglais qui est enseigné. Il n'y a que l'anglais qui est enseigné. Bon, il y a quelques exceptions, mais extrêmement rares. Alors ce monsieur, ce philosophe, cet essayiste, avait commencé son apprentissage du français quand il était petit. Il avait même un précepteur dans sa famille, un précepteur français. Et c'est donc quelqu'un qui avait une longue pratique de la langue française. Et à l'âge de 40 ans, il a eu la chance d'aller en France. Et il était déjà à ce moment-là professeur de littérature et de philosophie française à l'université de Tokyo. C'était un professeur d'université. Et on lui a accordé une bourse. C'est le gouvernement français. Et donc il a eu 1 an de disponibilité, il est parti passer un... Et au lieu de rentrer au Japon, il a refusé de rentrer au Japon. Et pour lui, vivre la langue française en France et essayer de mieux comprendre cette langue c'était beaucoup plus important que de continuer sa carrière d'universitaire qui était enviée par tout le monde. Être professeur à l'université de Tokyo, ce n'est pas rien. Parce qu'il a tout abandonné pour rester en France. Il a tout abandonné en se disant, je ne connais pas encore assez bien la langue française. Je suis comme un enfant qui arrive au monde dans la langue française. Et voilà, c'est ça le plus important pour moi, c'est ce qu'il s'est dit. Et il a décidé de rester, d'abandonner son poste, alors qu'il n'avait aucune perspective professionnelle en France. Et c'est ce monsieur, ce parcours, il a écrit un grand nombre de textes, et c'est la rencontre avec ce philosophe, cet écrivain qui a été décisive pour moi, et j'ai eu l'impression qu'il avait tracé un chemin pour moi, un chemin à suivre, et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre le français à l'université, et par chance, à cause des événements de 68, précisément, l'université n'était pas en mesure de recevoir ses étudiants pendant les 2 premiers mois de l'année universitaire. L'année universitaire au Japon commence en avril, et normalement, donc, je suivais des cours en avril, mais tout a été annulé jusqu'au 1er juin. Et pendant cette période-là, donc, j'avais tellement hâte d'apprendre le français, et j'ai commencé à apprendre le français, écouter les leçons de français à la radio, sur le conseil de mon père. Il m'a dit, il y a des leçons de français à la radio, tu peux en profiter peut-être. Et il a eu raison, je me suis passionné pour ces leçons de français, et c'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, vous partez pour Montpellier. Oui. Là, vous restez 3 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Vous rentrez à Tokyo. Oui. Vous revenez après en France, mais cette fois-ci à l'école normale supérieure. Oui. Où là, vous faites une thèse. Oui. Pendant 3 ans, je crois. 3 ans et quelques mois, oui. C'était quoi le sujet de votre thèse? C'était les écrits à la première personne chez Rousseau, l'écriture personnelle de Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, ça a été une grande passion pour moi depuis le début. Ça fait partie de mes prochaines questions au modèle, justement. Oui. Donc là, l'école normale supérieure, un bouillonnement intellectuel à cette époque-là. Oui. Puisque vous racontez justement dans cet ouvrage un petit peu comment se passe les gens que j'ai rencontrés là-bas. Voilà, exactement. Oui.
votre passion de la langue, de la grammaire. Donc, je pense que pour certains, ça doit parler. La grammaire, Oui. avec, euh, par exemple, Starobinsky, Oui, etc. oui. Ça a été, cette période-là a dû être fascinante pour vous. C'était. Alors, j'ai eu quelques professeurs euh, à l'université de Paris 7 et puis à l'école normale supérieure. Et par ailleurs, la lecture d'un certain nombre de livres concernant la critique littéraire, à l'époque, c'était une sorte de bouillonnement intellectuel en ce qui concerne les études littéraires. Donc, Tout voilà. en français, tous les textes. Oui, oui. Et j'ai suivi des cours de Roland Barthes, par exemple, au Collège de France. J'avais des cours avec, par exemple, bon, il était malade, donc il n'a pas donné beaucoup de cours, mais c'est là que j'ai rencontré Althusser. J'ai suivi des séminaires à l'université de Paris 7, mes professeurs qui ont dirigé ma thèse, etc. Et puis, en dehors de ces rencontres physiques, comme vous avez prononcé le nom de Starobinsky, Starobinsky voilà, c'est une rencontre décisive, ça, là aussi. J'ai mis 40 ans pour le rencontrer, mais j'étais dans une librairie française à Tokyo, et le moment où j'ai décidé d'acheter son livre qui s'intitule Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, c'est un moment décisif pour moi, et je me souviens encore de ce moment-là, et je l'ai acheté, et j'ai mis quelques mois, je ne sais pas, même peut-être un an, parce que j'ai terminé la lecture de ce livre à Montpellier. Et si je n'avais pas lu ce livre, peut-être je ne serais pas ici. Il y a beaucoup de si dans ma vie. Et dans toutes les vies, il y a beaucoup de si. Hein. Si je n'avais pas lu le philosophe japonais, ben, je ne serais pas ici. Si, je ne sais pas, il y a beaucoup de si finalement. Oui. Donc, dans votre livre, on croit justement à un certain nombre de vos modèles. Oui. Il y a votre père aussi, par exemple. Oui. En quoi il a été inspirateur de votre travail? Alors, c'est un... oui, je crois que dans tous mes livres, il est présent. C'est une figure incontournable et tellement important que dans une langue venue d'ailleurs, j'ai qualifié même le français de langue paternelle. Pour moi, le français, c'est la langue paternelle, c'est ma langue paternelle. Parce que incontestablement, ma langue maternelle, c'est le japonais. C'est la langue qui était là dès le départ. Et puis, voilà, elle est inscrite chez moi, naturellement, verticalement. J'ai choisi le français plus tard, à l'âge de 18 ans. Donc, ma seconde naissance, en quelque sorte. Et cette décision qui consiste à apprendre une langue qui n'est pas la sienne, c'est lié à un désir d'éloignement, c'est-à-dire s'éloigner de sa langue, s'éloigner de ce qui est maternel, s'éloigner de ce qui est national, s'éloigner de son pays. Voilà. Et je crois que ce désir d'éloignement, je l'ai reçu de mon père. C'est un héritage paternel. Pourquoi? Parce que ça, c'est lié un peu à la thématique de ma trilogie. Mon père, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, la période de cette guerre qu'on appelle la guerre de 15 ans au Japon, entre 1931 et 1945. Il a douloureusement vécu cette guerre parce que, vous savez, à l'époque, le Japon était un pays dirigé par un gouvernement militaire fanatique et qui avait réussi à tuer toutes les libertés pendant une longue période. Et c'est dans le prolongement de cette politique que le Japon
a commencé cette guerre d'agression coloniale en Chine, un peu partout. Et mon père était quelqu'un qui était profondément opposé à cette guerre. Donc, il en a souffert, il a été maltraité, il a été torturé, il n'en a pas gardé un bon souvenir. Et miraculeusement, il a survécu à cette guerre, alors que autour de lui c'était une hécatombe. C'est une guerre qui a tué plus de 20 millions de personnes en Chine, dans d'autres pays d'Asie. Plus de 3 millions de Japonais ont péri dans cette guerre. Et il était donc opposé à cette guerre. Et il a survécu miraculeusement à cette guerre. Il est rentré au Japon et il s'est marié. Il a eu 2 fils, moi et mon frère. Et ce qu'il a fait pour nous, c'était de nous initier à la musique tout de suite, la musique classique européenne, parce que je crois que lui-même, pendant cette période extrêmement difficile, il se réfugiait dans la musique européenne pour survivre, pour s'élever, disait-il, au-dessus des frontières. Donc, voilà, ça c'est un modèle extrêmement important. Oui. On avait 2 autres, Oui. Jean-Jacques Oui. et Mozart. Et oui, c'est ça. 2 personnages qui sont au centre. 2 figures tutélaires, 2 figures intellectuelles tutélaires pour moi. C'est d'une part Rousseau. Depuis l'âge de 18 ans, donc j'ai l'impression de l'accompagner, ou c'est plutôt lui qui m'accompagne. Et puis d'autre part, c'est Mozart. Ce sont 2 hommes des Lumières. Étudiant le français, étudier le plus profondément possible le français, ça correspondait à ce désir d'éloignement dont je vous ai parlé. Et puis, entrer le plus profondément possible dans l'univers musical de Mozart, en particulier à travers les opéras de Mozart. C'était aussi un geste fondé sur ce désir d'éloignement. Donc dans une langue venue d'ailleurs. Alors c'est un livre qui a été publié dans une collection qui s'appelle L'un et l'autre. Et il était dirigé jusqu'à sa mort par M. Pontalis, Jean-Bertrand Pontalis. Quand il m'a invité à écrire un livre sur mon rapport à la langue française, il m'a dit, ben voilà, je t'invite à écrire un livre dans cette collection, L'un et l'autre. Dans ton cas, l'un c'est toi, l'autre c'est le français. Écris un livre dans cette optique-là. Donc j'ai écrit ce livre. C'est une sorte d'autobiographie linguistique. Je ne raconte pas tous les aspects de ma vie, mais je raconte mon rapport. Je parle de mon rapport à cette langue qui était totalement étrangère au départ, mais qui est devenue très proche de moi. Alors, j'entends par langue paternelle, donc quelque chose qui n'est pas maternel, donc qui est un peu loin par rapport à la langue maternelle, une sorte de distance qui correspond dans mon esprit au désir d'éloignement dont j'ai parlé. Mais par ailleurs, être le père, c'est une figure extrêmement importante pour l'évolution d'un enfant. Alors, ça renvoie à un sentiment d'intimité aussi. Le français, c'était une langue totalement étrangère au départ pour moi. C'était une étendue infinie, un espace gigantesque qu'il fallait que j'explore petit à petit. Mais à force de fréquenter cette langue, elle est devenue, petit à petit, quelque chose de familier et d'intime. Et j'ai le sentiment de la porter en moi.
je la sens au fond de moi. En vous le disant, on a l'impression que l'apprentissage du français est quelque chose de facile, de simple. Pour moi. Oui, j'ai eu cette pas du- impression-là en Ah lisant ouais. le livre. Je dis, ça vient comme ça, Ouais. et Oui. vous avez... Non, je dis quelque part, ça a été vraiment difficile. Il fallait surmonter toutes les difficultés. Et je dis quelque part, j'ai lu avec plaisir, bien sûr, des textes de Rousseau, mais à coups de dictionnaire. Ah, Mais c'est vrai. pour moi, c'était casser un énorme morceau de pierre avec des dictionnaires dont je disposais. Donc, voilà, le dictionnaire aussi, c'était une passion. J'avais toutes sortes de dictionnaires. Voilà, parce que je voyais qu'ils se complétaient. Aucun dictionnaire n'était parfait. Et Donc, aujourd'hui c'était- aussi, vous avez toujours le nez dans le Ah dictionnaire oui, D'accord. hier, j'ai déjeuné avec Daniel Pénac, qui est à l'origine de la naissance de ce livre. Il m'a dit, quand j'écris, j'ai toujours 2 ou 3 dictionnaires devant moi. Wow. Je les consulte sans cesse. Ok. Ben, moi aussi. Moi aussi, oui. Je cherche, parce qu'on est, un écrivain, c'est un chercheur de mots. Euh, donc, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de satisfaisant, on est toujours à la recherche d'un trésor. Et bien sûr, dans cette quête, les dictionnaires sont, voilà, ce sont des assistants en quelque sorte. Ils nous aident. Excusez-moi, vous pensez en français ou en japonais Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, mais là, en ce moment, si Quand je vous dois parler, écrivez, je quand dois, vous par- je écrivez. dois penser en français. Quand vous écrivez en français, vous pensez en français. Est-ce que vous êtes consciente du processus de pensée qui vous habite? Je ne sais pas, moi. Quand j'écris, je dois penser en français, nécessairement. Non, c'est par rapport au dictionnaire. Par Parce que rapport je au me disais, est-ce dictionnaire. qu'il a des mots japonais qui viennent et il a besoin d'un dictionnaire Ah non, c'est pas, japonais-français? non, ça se passe c'est pas comme ça. Non, Le beau non, non, non. français. Je ne passe jamais par la traduction. D'accord. Ouais. C'est bien sûr, il y a quelques mots dans ma trilogie pour des besoins de narration. Même là, non, c'est des mots qui me viennent à l'esprit. Donc, je connais parfaitement la traduction dans ma tête. Donc là, je n'ai jamais éprouvé le besoin de consulter un dictionnaire français à partir d'un besoin linguistique japonais. Donc je ne sais pas si je pense en français ou en japonais. Quand j'écris en français, je dois penser en français. Et quand j'écris en japonais, je dois penser en japonais. Certainement. Par contre, je rêve en français et en japonais. Ah oui, Les deux. mélangé alors. Parfois mélangés. Alors, j'ai écrit mon deuxième livre, s'appelle Mélodie. C'est un livre qui raconte la vie et la mort d'une chienne avec qui nous avons vécu 12 ans et 3 mois. Et comment dirais-je, mon père n'a jamais rencontré Mélodie, parce que Mélodie est arrivée après le décès de mon père. Voilà. Mais dans mes rêves, ils sont souvent ensemble. Ils sont souvent ensemble et ils parlent soit en japonais, soit en français. Bon, je crois que Mélodie comprenait parfaitement les deux langues, mais mon père ne parlait jamais en français. Non, pas un mot de français. Vous avez une anecdote dans cet ouvrage, justement, avec votre chienne Mélodie, Oui, où vous lui dites le matin que vous allez en famille vous balader, oui, et ensuite, en fait, elle attend que tout le monde vienne C'est pour ça. que vous puissiez partir. oui. C'est formidable, cette expérience-là. Oui, c'est là que j'ai compris qu'elle comprenait parfaitement notre conversation. Le samedi et le dimanche matin, on prenait le petit déjeuner ensemble, notre fille,
Michel, mon épouse et moi, tous les trois. Et puis Mélodie était toujours sous la table. Alors, apparemment, elle nous écoutait. Et voilà. Et le week-end, on allait à la promenade avec Mélodie, tous les trois, donc voilà, tous les trois. Mais dans la semaine, j'étais souvent seul, ou bien Michel, mon épouse, et on n'était jamais tous les trois. Mais le samedi et le week-end et le dimanche, et parfois un autre jour exceptionnellement, quand voilà, on avait pris la décision de faire la promenade en famille, tous ensemble, et Mélodie n'était jamais prête à sortir. Elle attendait toujours celui qui arrivait en dernier, ou celle qui arrivait en dernier. Et ça prouvait pour nous qu'elle avait parfaitement saisi le contenu de notre conversation. Vous avez donc dans cet ouvrage, Une langue venue d'ailleurs, justement sur l'apprentissage du français, ce petit passage, c'est ce que je dis à mes étudiants aujourd'hui, maîtriser le français, c'est en jouer comme jouer du violon ou du piano. Oui. Chez un bon musicien, l'instrument fait partie de son corps. Eh bien, le français doit faire partie de son corps chez un locuteur qui choisit de s'exprimer en français. Oui. En musique, il y a tous les niveaux, du niveau débutant au professionnel en passant par le niveau amateur. C'est pareil en langue. Le niveau professionnel ne s'acquiert pas en 2 ou 3 ans. Donc si on veut vraiment maîtriser une langue, il faut y passer toute sa vie. Vous savez 50 ans que vous êtes dans le français. Est-ce que vous vous considérez comme maîtrisant le français ou pas encore? Alors c'est un apprentissage permanent pour moi. Je crois que c'est la propriété de chaque langue, le langage humain. En fait, quand on ne connaît que sa langue maternelle, c'est tellement naturel. On n'a pas le sentiment d'avoir appris cette langue-là. Mais ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, à partir du moment où j'ai appris le français, le français c'est l'objet d'un effort laborieux, constant, et je savais que dès le départ, ce serait l'entreprise de toute une vie. Je le savais. Et à partir de ce moment-là, le japonais est devenu une sorte de langue étrangère pour moi. C'est-à-dire l'objet d'un travail. Il faut continuer à l'apprendre. Non, c'est nullement naturel la langue maternelle. C'est, comment dirais-je, la langue est toujours plus puissante que vous. On ne maîtrise jamais la totalité d'une langue. Ce n'est pas possible. C'est la langue qui est supérieure à vous. C'est ce que j'ai appris en apprenant, en essayant d'apprendre le français. Donc voilà. Et maintenant, comme le japonais, ma langue maternelle, est devenue une sorte de langue étrangère, ben, j'ai le sentiment de l'apprendre, ma langue maternelle. Et c'est tout à fait bénéfique pour moi. Donc, je continue à apprendre le français, bien évidemment. Je continue à apprendre le japonais. C'est un processus interminable, qui n'a pas de fin. Vous maîtrisez mieux le japonais ou le français? Ah, à ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser? Alors, j'ai écrit 6 livres en japonais avant de passer à l'écriture en français. Et depuis 2011, j'ai écrit 8 livres en français. Alors, je n'ai jamais écrit de roman en japonais. Je n'ai écrit que des essais. Alors, dans ma production française, il y a 4 romans pour le moment et 4 essais. Et dans la catégorie de essais, Une langue venue d'ailleurs, c'est une sorte d'autobiographie. Mélodie aussi, c'est une sorte d'autobiographie.
parce que c'est un aspect de ma vie que je raconte. Et après, vraiment, il n'y a que 2 livres qui relèvent de l'essai, à proprement parler, c'est Petit éloge de l'errance et Dans les eaux profondes. Donc, j'ai écrit dans le registre de, comment dirais-je, de l'écriture romanesque, 6 livres, en fait. Alors qu'en japonais, je n'ai écrit aucun livre, aucune fiction. Ça veut dire quoi? Je maîtrise mieux le français, s'agissant de la fiction romanesque? Je n'en sais rien. On va passer C'est mystérieux. à la principale série en français, Oui. avec Âme brisée, qui est donc le premier tome de la trilogie, Reine de cœur, le deuxième, et le petit dernier, Suite inoubliable, qui est sorti donc en août, je crois, Oui. de l'année Pourquoi dernière. vous dites petit dernier? Le dernier. Vous avez raison. Il n'est pas petit. Hein. Il n'est pas petit. Est-ce Non, que- c'est un non, signe d'affection. Oui, c'est Oui. ça. C'est le petit mot, la petite difficulté qu'il peut y avoir, justement, C'est ça. vous l'évoquez dans votre, Ouais. dans votre ouvrage, c'est un petit mot affectif, tout à fait. C'est maintenant Léa qui va parler. Voilà, C'est exactement. ça. Voilà, déjà merci beaucoup d'être là, merci à tous d'être ici aussi. Donc on va parler effectivement de cette trilogie. J'ai lu les 3, j'ai beaucoup aimé. Dans ces 3 livres, on a des thèmes récurrents qui reviennent. On a notamment la musique, un peu comme rempart contre la folie humaine, le deuil, l'importance de la transmission, la guerre au Japon et aussi la France qui reviennent très souvent. Quel a été votre point de départ pour écrire ces romans? Vous. Alors, le point de départ d'Âme brisée. Oui, Alors ça, c'est... Oui, parce que l'écriture d'Âme brisée a été déterminante par la suite. C'est parti comme ça. Mon éditeur, il s'appelle Jean-Marie Laclavetine. C'est un romancier pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et en 2017, en septembre 2017, il m'a proposé de participer à un ouvrage collectif consacré à la fin de la Grande Guerre. Et cet ouvrage s'intitule Armistice. Ça a été publié en octobre 2018. Et j'ai accepté de participer à cet ouvrage collectif sans savoir exactement ce que j'allais écrire sur ce thème. Donc le thème, c'est la guerre, la Grande Guerre. Et en rentrant chez moi, j'ai commencé à travailler dès le mois de septembre sur ce sujet. Et j'ai fait un petit travail de documentation. Et au cours de ce travail, j'ai appris que le dernier soldat tué s'appelait Augustin Trébuchon. Et il est mort quelques minutes avant la fin des hostilités. De la Seconde Guerre mondiale. De la Première Guerre... Première Guerre mondiale. C'est la fin de la Grande Guerre. Ah d'accord, très bien. Et alors, donc, parce que la guerre s'est terminée à 11h, je crois que c'était le 11 novembre 1911. C'est ça? Non, 1918, pardon. 1918. 1918, 11 novembre, et à 11h du matin, je crois. Tout à fait. Donc, il a reçu une balle dans la tête à 10h55 ou 56, quelque chose comme ça. Donc, s'il avait attendu quelques minutes de plus, il aurait survécu. Alors, à ce moment-là, c'est une chose étrange, une expression japonaise m'est venue à l'esprit. C'est une expression qui veut dire « je meurs, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort ».
Et ça, c'est le thème du fantôme qui est exprimé. Quelqu'un qui ne peut pas aller jusqu'au bout de sa mort, il devient un fantôme. Et tout naturellement et très curieusement, peut-être, je ne sais pas, les deux, j'ai eu envie d'aller à Hiroshima pour voir ce qu'on appelle les ombres de Hiroshima. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces ombres. Vous savez, la bombe atomique de Hiroshima a explosé à 8 h du matin, le 6 août 1945, vers 8 h du matin. Il faisait très très beau, paraît-il, et cette bombe a explosé, et en moins d'une seconde, elle a anéanti plus de 160 000 personnes. Et ces gens-là se sont volatilisés. Ils n'ont laissé aucune trace. Bien sûr, il y avait des blessés aussi, hein, mais ces 160 000 personnes ont disparu, mais complètement. Mais certaines personnes ont laissé leur ombre sur les dalles, sur des dalles qui se trouvaient devant une banque, paraît-il. Et c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Et ces ombres-là, il y en a à Nagasaki aussi, paraît-il. Et ces ombres-là sont conservées au musée d'Hiroshima. Et j'ai eu envie d'aller revoir ces ombres. Après la naissance de cette expression japonaise dans mon esprit, je vais mourir, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et c'est à Hiroshima. Donc là, on s'est promené dans la ville de Hiroshima, peuplée de fantômes. Il y a des temples à l'extérieur de Hiroshima. Il y en a un en particulier, Fudoin, qui s'appelle Fudoin. Et il paraît qu'il y a des milliers de personnes complètement brûlées qui sont arrivées là et qui sont mortes dans ce temple. Et donc c'est à Hiroshima que j'ai fini cette contribution à ce texte j'ai donné l'expression japonaise. Voilà, je sais que je vais mourir, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort, bien sûr avec une note en bas de page. Et c'est à Hiroshima que ce n'est pas que je ne peux pas dire que j'ai conçu tout à coup, comme une sorte d'illumination, l'histoire d'âme brisée, l'histoire d'un père qui perd son enfant, qui meurt, qui laisse son enfant tout seul. Et cette histoire-là est venue à ma rencontre. J'ai vu tout de suite l'armature générale de ce roman. Il y a au début une scène dans laquelle un japonais professeur d'anglais qui joue avec 3 amis chinois un quatuor de Schubert. Il est violoniste amateur, mais son violon, cette répétition est interrompue par l'intervention de la police militaire, et puis un militaire fanatique détruit ce violon. Voilà, j'ai vu tout ça, mais vraiment comme une sorte d'illumination. Et je savais que ce roman se terminerait par un concert. Et je savais que je voulais raconter l'histoire de ce petit garçon laissé tout seul, mais qui grandit en France grâce à l'amitié d'un Français qui était le meilleur ami de son père. Donc il grandit en France à partir de l'âge de 11 ans. Et voilà.
Voilà, comme seul souvenir de son père, il a le violon brisé par le fanatisme militaire. Et toute sa vie consistera à réparer le violon de son père. Et je savais que son père reviendrait à la fin de ce concert. Voilà. Il fallait qu'il revienne parce que c'est un fantôme. Un fantôme, c'est quelqu'un qui revient. En français, il y a un mot magnifique, c'est un revenant. Il revient. Et tout ça, je l'ai conçu à peu près de façon presque instantanée. Les détails, j'ai travaillé beaucoup, mais la ligne générale, la structure générale de mon roman, je l'ai vue à ce moment-là, à Hiroshima, quand j'ai fini mon texte, ma contribution à cet ouvrage collectif, donc, qui s'appelle Armistice, qui réunit beaucoup de textes sur le thème de la fin de la Grande Guerre. C'est comme ça que Âme brisée est né. Donc, après, bon, j'étais pas parti pour une trilogie tout de suite, mais comment dire, la thématique du fantôme était obsessionnellement présente. Donc je raconte d'une certaine manière dans ces trois romans, il y a des fantômes. Âme brisée, je dédie ce livre à tous les fantômes du monde, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur mort, c'est-à-dire jusqu'au bout de leur vie. Et Reine de cœur, je le dédie à mes parents qui ont vécu cette période-là, cette période tourmentée et tourmentante. Et le troisième, qui s'intitule Suite inoubliable, je crois que c'est toujours la présence d'un certain nombre de fantômes. Je dédie aux ombres. Les ombres, ce sont des fantômes. Aux ombres pour qu'elles reviennent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles parlent. Voilà. Et donc, l'écriture du 12e volet et du 3e volet a été déterminée par la naissance d'Âme brisée, en quelque sorte. Je n'avais pas l'intention au départ, au moment où j'écrivais Âme brisée, je n'avais pas du tout l'idée d'une trilogie. Mais voilà, il y a eu d'autres incitations, d'autres facteurs, d'autres lectures, d'autres écoutes musicales qui ont fait que j'ai décidé de poursuivre le chemin des fantômes. Est-ce qu'il y aura une suite ou c'est terminé? Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4? Alors, pour le moment, c'est terminé. Parce que Âme brisée, c'est autour du violon. Reine de cœur, c'est autour de l'alto. Et Suite inoubliable, c'est autour du violoncelle. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle les instruments du quatuor à cordes. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix justement de choisir ces instruments-là? Alors là, c'est une admiration que j'ai pour le quatuor à cordes. Le genre qu'on appelle le quatuor à cordes, c'est un art que je place vraiment au sommet de la hiérarchie des arts, dans le monde occidental et dans le monde en général. Et ça, c'est lié à ma formation, aux études que j'ai faites. Je vous ai dit tout à l'heure que mes deux figures tutélaires, dans une langue venue d'ailleurs, c'est Rousseau et Mozart. Ce sont deux penseurs, je dis bien penseurs, du siècle des Lumières. Mozart, c'est un penseur pour moi. C'est celui qui pense
avec des moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire des notes de musique, des notes de musique. Alors, il se trouve que le quatuor à cordes, c'est un genre, donc il y a deux violons, le premier violon, le deuxième violon, un alto et un violoncelle. Cette formation, ce genre musical, est né au siècle des Lumières. Le grand inventeur, c'est Haydn, à peu près au milieu du XVIIIe siècle. Bon, il y a des exemples qui le précèdent, mais celui qui a vraiment créé ce genre, c'est Haydn, Joseph Haydn. Et celui qui a continué sur le chemin de Haydn, c'est Mozart. Et Mozart admirait beaucoup Haydn. Et à un moment donné, il était encore jeune, mais il avait plus de 25 ans, je crois. Il a décidé d'offrir 6 quatuors qu'il avait composés, ce qu'on appelle, je crois que les musiciens l'appellent Haydn Set, la série de Haydn, une série de 6 quatuors qu'il a dédiés à Haydn, parce qu'il le considérait comme son maître. Et quand Haydn a lu les partitions, d'après quelques lettres qu'on a pu conserver, il paraît qu'il s'est senti dépassé par son jeune élève. Et puis, il y a Beethoven, après Mozart. Beethoven qui a composé 16 quatuors. Ces 3 musiciens, ce sont des musiciens du siècle des Lumières, pour moi. Et le quatuor à cordes, c'est un genre musical qui est né au XVIIIe siècle, qui s'est élaboré lentement au XVIIIe siècle et qui a connu une sorte de sommet incroyable avec les 16 quatuors de Beethoven. Alors, donc, pour moi, écrire cette trilogie avec au centre les 3 instruments du quatuor à cordes, c'est un quatuor, mais il y a 2 violons, et un alto et un violoncelle. C'est une manière pour moi de rendre hommage à cet art. Voilà. Voilà, mais on sent votre passion pour la musique, et d'ailleurs, elle est présente dans vos 3 romans. Alors, d'où c'est venu quel a été l'élément déclencheur, voilà, votre père peut-être? C'est mon père, je crois que je l'ai dit au début, c'est mon père qui nous a initiés, mon frère et moi, à la musique, vous en parlez comme un élément, comment dire, permettant à chacun de s'éloigner de ce qui paraît naturel. Voilà. Sachant que vous ne jouez pas. Non, j'ai fait du piano pendant mon enfance, 5 ans, mais je l'ai abandonné, j'ai préféré autre chose, alors que mon frère a continué à faire du violon pendant assez longtemps. Il a poussé très très loin l'art du violon, donc il fait du quatuor à cordes même aujourd'hui. Il a 4 ans de plus que moi, et c'est un des grands plaisirs pour lui, faire du quatuor à cordes, de la musique de chambre en général. Et peut-être je peux ajouter à ma passion pour le quatuor à cordes une raison qui, comment dirais-je, un élément qui fait une sorte de jonction entre ma passion pour la musique et ma passion pour Rousseau et pour le siècle des Lumières. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, le quatuor à cordes, c'est un modèle musical, mais il est plus qu'un modèle musical. C'est un modèle de société, c'est un modèle de civilisation. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là
une chose importante. Alors, qu'est-ce qu'un quatuor à cordes? Un quatuor à cordes, ce sont 4 musiciens qui jouent ensemble. Et chacun a une partition propre à lui. Il y a 4 partitions différentes. Il y a la partition pour le premier violon, une autre partition pour le second violon, une autre pour l'alto et une autre pour le violoncelle. Et chacun est responsable de cette partition-là. Et chacun est seul dans sa solitude devant cette partition. Voilà. Il est autonome, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit, comment dire, un musicien à part entière, avec cette partition qui lui est propre. Mais en même temps, le propre du quatuor à cordes est, de façon générale, de la musique de chambre, c'est que la musique devient possible, la musique devient musique à partir du moment où chacun est à l'écoute des autres. Si chaque musicien n'est pas à l'écoute des autres, des 3 autres dans le cas du quatuor à cordes, la musique ne s'épanouit pas. C'est ça le secret du quatuor à cordes. Donc, ce qui m'a toujours émerveillé, c'est ce rapport tic, si j'emploie un terme un peu savant, entre le singulier et le multiple. On est seul, mais cette solitude n'est possible qu'avec celle des autres. Et si on n'écoute pas ce que font les autres, la musique d'ensemble s'effondre. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas... Et c'est ce modèle de musique qui a pris naissance au XVIIIe siècle, qui s'est élaboré lentement et qui s'est perfectionné et qui a connu une sorte de point culminant avec les 16 quatuors de Beethoven. Bien sûr, il y a eu d'autres compositeurs magnifiques comme Schumann, il y a Mendelssohn, il y a Brahms, et au XXe siècle, il y a Shostakovich, il y a des continuateurs. Mais ils ont toujours travaillé à partir du modèle élaboré et achevé par ces 3 compositeurs. Et ce qui me fait signe, c'est que la naissance et l'évolution de ce genre musical est un phénomène rigoureusement contemporain de la Révolution française et par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen propose un modèle de société nouveau. La Révolution française porte en elle un projet de société nouveau. Et donc, je crois percevoir un lien entre ce qui se passait dans le domaine de la musique et ce qui se passait dans l'ordre des choses politiques. Et ça, c'est une lecture, une manière de lire les événements de toutes sortes, les événements politiques, les événements artistiques, les événements culturels, les événements picturaux, etc. J'ai appris cette façon de lire le phénomène humain avec Jean Storbinsky. Voilà, c'est un homme que j'ai beaucoup admiré. On n'a pas entendu avec Georges. Pardon? Avec Starobinsky. Jean Storbinsky. Ah oui. Oui. D'accord. Il était professeur à Genève. Oui. Il est mort en 2018. Vous qui maîtrisez aussi bien le français, est-ce qu'il vous arrive que votre langue fourche?
C'est-à-dire que, En français? oui. Ben, dans toutes les langues, ça arrive, je crois. Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes amusantes? Il y en a une dans celui-là. Ah oui, c'est bourré de balourdises. Voilà, bon, je ne fais plus ce genre Ah, d'accord. pas tellement, je crois, mais c'est tellement fort que c'est une sorte de blessure que je garde encore. Ah, ok. Oui. Alors, c'était le jour où je suis arrivé à Montpellier. Je venais d'avoir ma chambre à la cité universitaire de la Colombière, et puis je cherchais un restaurant universitaire. Et puis je rencontre une jeune fille, une jeune étudiante sans doute, et je lui ai demandé, voilà, où est le restaurant du Triolet. Et elle m'a indiqué, c'est là. Bon, j'étais finalement en face du restaurant. J'ai dit spontanément à cette jeune étudiante, merci monsieur. Voilà, ça c'est un des épisodes que je raconte. Et puis Vous n'avez pas ce problème de 1-1, féminin-masculin? C'est un problème assez fréquent de la part des étrangers. Moi, justement, sur Internet, j'ai vu que quelqu'un avait trouvé une solution. Ah bon? Ouais. Tu veux Bon, dire ça un n'a- baguette ou une baguette, Oui. il dit 2. Il se trouve jamais. Sauf c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. D'accord, ah ça lui ouais. coûte plus cher. Oui, oui. Ah oui. Non, ça n'a jamais été un problème majeur pour moi, D'accord. le genre. C'était l'apprentissage par l'oreille, c'est comme ça que les enfants français apprennent. Donc c'est peut-être le bénéfice que j'ai tiré de mes leçons de français à la radio. C'était vraiment, il y avait abondamment des sons français, des lectures faites par des Français. La musique aussi. La musique, l'apprentissage de la musique aide beaucoup à l'apprentissage d'une langue étrangère, justement. Parce qu'on écoute, parce que... C'est surtout parce que vous écoutiez de manière extrêmement intensive. Voilà, c'est Vous ça. aviez vos bandes magnétiques. Oui, Vous les réécoutiez Voilà. oui, en oui, boucle. c'est ça. C'était une habitude, c'était devenu une habitude. Parce que c'était un plaisir de se livrer à une espèce d'océan de sons français. Donc, alors, j'ai appris le français en grande partie avec la radio japonaise qui proposait des leçons de français le matin et le soir. Bon, le soir, c'était la reprise de la même émission. Et j'ai commencé à écouter ces émissions mais quotidiennement, tous les jours. Il fallait se lever tôt parce que la première diffusion, c'était à 7 h du matin. Et la dernière diffusion, c'est-à-dire la deuxième diffusion, c'était à 11 h du soir. Et puis voilà, j'écoutais ces deux émissions. Et un jour, j'ai dit à mon père, mais c'est dommage, ces émissions-là, elles sont extrêmement intéressantes avec les deux invités français, un français et une française. Et puis on se familiarise avec la sonorité de la langue française, etc. Mais une fois que j'ai écouté la reprise le soir à 11 h du soir, bon, c'est parti définitivement, on ne pourra plus entendre les mêmes leçons. Et alors, cette espèce de plainte de ma part, de la part de son fils cadet, il l'a bien retenu parce que 15 jours après, j'ai reçu à la maison un énorme magnétophone sonique. Il vous fait un beau cadeau là, Comme avec ce magnétophone. cadeau, et il me dit, ben, voilà, avec ça, tu pourras enregistrer toutes les leçons et tu pourras les écouter autant que tu voudras.
Et c'est ce que j'ai fait. C'était pas du tout une souffrance, c'était mais vraiment un plaisir renouvelé chaque fois. Mais je crois que j'ai écouté chaque leçon une quarantaine de fois avant de venir en France, à Montpellier, pour la première fois. Ouais. Donc, oui, je suis entré dans le monde de la langue française par la radio, en quelque sorte. Et puis comme il n'y avait pas, il n'y avait rien, il n'y avait pas beaucoup d'enregistrements, il n'y avait naturellement pas d'internet, etc. La meilleure manière de progresser en français, c'était de lire beaucoup, et donc lire des auteurs classiques. Et voilà, je crois que le premier livre que j'ai lu d'un bout à l'autre, en deuxième année, c'était L'étranger de Camus. Et ensuite, j'ai lu beaucoup de contes de Maupassant, etc. Donc, voilà, depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, j'ai lu un certain nombre de grands auteurs, grands écrivains français. Donc j'ai le sentiment d'être entré dans l'univers de la langue française par la porte de la littérature aussi. Oui. Par la porte de la littérature. C'est pour ça que quand je suis arrivé pour la première fois à Montpellier, je devais suivre une formation pour devenir un professeur de français. Et pour cela, le jour même, le premier jour, il y avait un test d'orientation pour situer chaque étudiant. Et donc après un examen écrit, j'ai eu un entretien avec le directeur du centre de formation pédagogique, monsieur de la Bretèque. Il me dit, vous parlez comme un livre. Et puis, apparemment, ma manière de parler français l'a assez frappé. Il m'a demandé si j'avais des parents français, etc. J'ai dit non, je suis né dans une famille japonaise avec des parents qui ne parlent pas un mot de français. Autour de moi, il n'y a aucune ombre française. Et j'ai dit que voilà, j'ai appris le français avec la radio et puis avec beaucoup de livres, beaucoup de romans, etc. Et après cet entretien, à la fin, il me dit mais vous parlez comme un livre. Et, Si vous avez donc, des... oui. Voilà, ça fait déjà presque une heure, Oui. un peu plus d'une heure même. Donc si vous avez des questions, Voilà. Je m'excuse, il y a quelque chose qui vraiment me taraude. J'aimerais savoir quels aspects, mais rapidement évidemment, quels aspects de la langue française au plan linguistique vous ont le plus séduit? La musique des mots, la syntaxe Quand on commence à étudier une langue étrangère, Oui. Ben, les premiers éléments, c'est les sons. Oui, On ne connaît pas la syntaxe, oui. on ne connaît pas encore bien la grammaire, Mm. on ne connaît pas bien, on ne saisit pas musique. la totalité du La lexique. musique de la langue. Donc c'est la musique, Mm. c'est les intonations, je crois que c'est ça les premiers attraits. D'accord. Mm. Est-ce que vous avez un attrait pour une autre langue que le français? Alors, comme j'aime beaucoup les opéras, Italien. italien et l'allemand, j'ai essayé j'ai essayé de les apprendre pendant une très courte durée, parce que au bout d'un certain moment, je me suis aperçu que ça me dérangeait, c'est que je portais en moi. C'était des éléments perturbateurs. L'allemand, l'italien. Donc pour sauvegarder
oui, pour sauvegarder le français, j'ai négligé les autres. Et j'avais même le sentiment d'une sorte de culpabilité. Quand le temps que je passais avec une autre langue, mais je pourrais le passer avec le français. Donc, mon apprentissage de l'allemand n'a rien donné. Bon, j'ai quelques souvenirs, et puis je suis très sensible à la sonorité de cette langue quand j'écoute un opéra, la flûte enchantée de Mozart par exemple, voilà. Mais ça s'arrête là. Je crois que tout mon effort intellectuel et tout mon effort dans tous les domaines de l'âme humaine, je crois, a été consacré au français. Donc, oui, c'est le prix à payer. Je n'ai pas fait autre chose à ma vie. Oui, ça fait plus de 50 ans que vous êtes marié au français. C'est ça, on peut dire ça, d'une certaine façon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez porté le français au nu en tant que langue paternelle. Est-ce que votre mère vous a soutenu dans votre démarche, votre parcours Oui. Ma mère était toujours à côté de mon père. D'accord. Oui. Elle aimait la musique également? Oui. Oui. C'était une femme d'effort. Quand nous avons commencé à faire du piano, mon père était ingénieur électricien, donc il avait son travail. Il était souvent absent, bien que c'était quelqu'un qui rentrait le plus tôt possible à la maison, mais pendant la journée, il n'était jamais là. Donc ma mère devait nous accompagner, et c'est une personne qui n'avait jamais fait de piano, mais avec nous, elle a appris à faire du piano, et c'est devenu un plaisir pour elle aussi. Et ma mère nous disait, elle avait beaucoup d'admiration pour son mari, pour mon père. Nous avons deux corps différents, mais nous avons une seule âme. C'est ce qu'elle nous disait. Donc, je crois qu'elle était totalement en accord avec la politique éducative de notre père. C'était une symbiose totale. Ouais. Peut-être une question, vous qui êtes extérieur à la langue française tout en la pratiquant de manière remarquable, comment voyez-vous l'évolution du français aujourd'hui? Ah. Moi, je suis entré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'univers de la langue française par la porte de la littérature classique. Voilà, c'est mon école. Donc, par rapport à ça, bon, par exemple, quand je suis dans le métro, quand je me trouve avec des lycéens qui parlent, souvent je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ils parlent tellement vite. Ils parlent tellement vite. Et puis, Rassurez-vous, hein, nous aussi on a du mal. et puis, c'est vrai que on constate que la langue a beaucoup évolué. Alors nous sommes avec mon frère, avec mon épouse, très, comment dire, nous sommes des habitués de France Culture, et le bienfait du décalage horaire entre le Japon et la France, il y a en hiver 8 heures de décalage et en été 7 heures de décalage. Et vous savez, France Culture propose pendant la nuit, ce qu'on appelle Nuit de France Culture, des émissions anciennes. Hein? Et alors, parfois, quand on écoute ce genre d'émissions, on constate que la langue a évolué.
On ne parle plus de la même manière. Surtout, la vitesse est assez frappante. Alors, il y a quelques jours, mon épouse m'a fait écouter un entretien de France Culture, une émission qui s'appelle À voix nue. Oui. Et le dernier invité, c'était Jean-Marc Sauvé, quelqu'un qui a un haut fonctionnaire qui a dirigé la commission sur les violences sexuelles à l'Église. Voilà. Quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, voilà quelqu'un, comment dire, c'était un peu comme mon maître Starbinski. C'était une manière de parler qui n'était plus celle d'aujourd'hui. Et c'est un monsieur qui a mon âge, qui parlait. Et il parlait lentement, avec une voix grave. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché. Mais l'évolution d'une langue, je crois que c'est un processus qu'on ne maîtrise pas. Ça évolue comme ça. Et chaque époque trouve sans doute des inventeurs géniaux. Encore une question. On va conclure sur ces derniers mots. Donc merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir. Va s'en suivre une petite séance de dédicace avec Monsieur Mitsubayashi. Donc merci beaucoup Monsieur Mitsubayashi d'avoir accepté notre Merci. invitation.